pentru această sesiune. Et je vais demander à Monsieur le Président, Monsieur Florin Claudiu Roman, président de la Commission pour l'administration publique et l'aménagement du territoire, d'être donc le modérateur, l'animateur de cette session. Je vous passe donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la réunion accueillie par le Palais du Parlement de Bucarest. Chers collègues et membres des délégations nationales et du Parlement européen, chers invités, soyez les bienvenus à la séance, à la session dédiée à la cohésion et à la compétitivité territoriale, développement régional et égalité de chance de notre réunion interparlementaire. Je ne vais pas insister sur la partie qui veut prendre la parole parce que vous êtes déjà à la 3e séance et vous savez exactement comment ça se passe, quelle est la procédure d'inscription avec les petits, en utilisant les petits cartons. On va entrer directement dans le vif du sujet pour être opérationnel, efficace. Si vous permettez une petite blague, je comprends de Monsieur le Président Stănescu qu'il y aura une autre réunion après, qu'on attend tous après la partie, on va dire, formelle. Et il va nous faire une surprise juste après la session. Mesdames et messieurs, la politique de cohésion est une des politiques les plus importantes et les plus complexes de l'UE qui est passée par des transformations continues, tant au niveau des objectifs spécifiques, des outils par lesquels tous ces changements ont été mis en pratique, mais aussi du point de vue des allocations financières. Cette politique a un rôle unique, irremplaçable en ce qui concerne la coagulation, si vous voulez, la cohésion de stratégies de développement intégrées qui réunissent des interventions de plusieurs domaines tels l'infrastructure, la recherche et le développement, l'emploi, l'éducation, l'environnement, le milieu d'affaires, la protection de l'environnement, les changements climatiques et l'efficacité énergétique dans un paquet de politiques cohérente qui s'adresse au contexte régional ou même local. Elle est une des politiques les plus visibles, surtout en ce qui concerne la relation avec les citoyens. Conformément à la proposition relative à l'avenir du cadre financier pluriannuel, la politique de cohésion dispose d'un budget de 373 milliards d'euros, ce qui représente presque 30% du budget global de l'Union européenne sur une période de 7 ans. La politique de cohésion reste la principale politique d'investissement de l'Europe, malgré le vide budgétaire laissé par le Brexit et l'apparition de nouveaux défis. Pour l'actuelle période de programmation, on a alloué à la Roumanie environ 23 milliards d'euros des fonds politiques, des fonds de la politique de cohésion, ce qui représente une croissance de 10% par rapport à la période 2007-2013. De l'autre côté, on est tout à fait conscient du fait que tous les États membres n'ont pas bénéficié de la croissance en ce qui concerne les fonds de la politique de cohésion. Ce qu'on espère, nous, est que dans la forme adoptée, l'argent puisse être utilisé par les États membres dès le 1er janvier 2021 pour des projets de qualité qui utilisent de façon efficace les fonds européens, le but étant la réduction des décalages, des écarts et des inégalités sur le continent européen et pour améliorer la qualité de la vie des citoyens. Permettez-moi maintenant de passer la parole aux principaux intervenants et on aura ensuite un dialogue ouvert et je vais demander à mes collègues de respecter le délai imparti de 10 secrétaire de stat în guvern. Le délai imparti. Je vais donc maintenant donner la parole à Madame Mihaela Toader, secrétaire d'État, ministère du Fonds européen du gouvernement de la Roumanie. Et ensuite, je vais demander à Monsieur Eric Vombresca, direction générale politique régionale et urbaine de la Commission européenne. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie et merci aux organisateurs de cet événement important d'avoir inclus le ministère des Fonds européens entre les intervenants. Parce que nous voilà dans un moment extrêmement important pour les futures politiques de l'Union européenne.
Le moment principal se concentre justement est concentré justement sur le moment actuel, la présidence de la Roumanie, et nous on essaye d'avoir donc une cohérence de point de vue sur le cadre financier pluriannuel et sur les investissements qui vont être faits ces 7 années à venir. On est donc à un moment difficile. Je parle ici du Brexit et cet événement désagréable a un impact sur le budget de l'Union européenne. Il faudra ajuster certaines institutions et certains processus. On a affaire aussi à des défis auxquels est confrontée l'Union européenne, donc d'où le besoin d'une meilleure cohésion à l'intérieur de l'Union européenne pour que l'Union européenne devienne un vrai concurrent sur le marché international. Et la politique de cohésion représente la politique d'investissement principale et c'est la seule qui assure qui assure un progrès au niveau des régions. C'est la politique qui crée de la compétitivité à l'intérieur de l'UE, mais aussi pour l'Union européenne et pour les États membres du nord au sud et de l'est à l'ouest. On est peut-être habitué de parler des contributeurs nets et je crois que ces dernières années ont été la preuve du fait que tous les États membres ont eu à gagner suite à cette politique. On n'a pas eu d'État qui ne soit pas touché par les effets bénéfiques de la politique de cohésion à partir des effets de cette politique sur les indicateurs macroéconomiques, mais aussi son rôle en ce qui concerne le développement de certaines régions qui étaient restées en arrière. On parle aujourd'hui de 5 objectifs de politique au niveau européen. Il s'agit là des objectifs qui devraient être financés par tous les États membres. Cela est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on réussit à coordonner les ressources pour mettre en commun des efforts pour soutenir justement ce projet européen commun. Il ne faut pas quand même oublier le fait qu'on a des collectivités dans chaque État membre qui respectent bien sûr ces objectifs de politique. On veut tous une Europe plus connectée, plus verte, plus sociale, plus près des citoyens, plus compétitive. Mais les besoins de chaque région ne doivent pas être laissés de côté et nous devons aider ces régions à récupérer les écarts et à aider leurs propres citoyens. Au-delà de tous ces objectifs de politique, je voudrais vous rappeler que dans la proposition de règlement, on parle pour la première fois peut-être de façon plus ferme. On parle donc d'une Europe plus sociale et plus près des citoyens. C'est pour la première fois quand on met en fait l'accent sur la dimension locale de la politique de cohésion, quand on met l'accent sur l'accompagnement des collectivités pour identifier leurs propres besoins, leurs propres mesures, les propres moyens pour satisfaire à leurs besoins. C'est une politique qui peut apporter l'équilibre nécessaire entre les besoins régionaux et la volonté de devenir plus compétitif et de soutenir la compétitivité. La politique de cohésion offre les instruments, les outils nécessaires, mais tous les États membres doivent avoir, nous devons proposer nos propres solutions pour appuyer les bénéficiaires, pour simplifier, pour continuer les investissements dans les domaines qui aideront d'un côté les citoyens à mieux vivre, à être plus convergents, comme on aime le dire,
mais au-delà de ça, qu'ils soient tous des citoyens européens ayant des droits égaux. Un autre sujet porte sur les stratégies macro-régionales dans l'exercice budgétaire actuel qui va vite, qui va finir d'ici peu. Eh bien, les stratégies macro-régionales ont eu un impact significatif et ces stratégies, et je parle ici de la stratégie principale dans laquelle la Roumanie joue un rôle important, comme on a la présidence, la stratégie du Danube. C'est une stratégie qui donne aux États l'occasion d'être ensemble, de s'appuyer mutuellement, de monter des projets ensemble pour accroître la compétitivité d'un territoire plus vaste, de dépasser les frontières physiques finalement d'un État membre. La mise en place de la stratégie macro-régionale du Danube a été pour nous un exercice, un très bon exercice, et nous avons respecté le principe de 3 non, sans règles supplémentaires, sans financement supplémentaire, et le fait de d'aller au-delà des frontières nationales pour soutenir les États de cette région. Je crois que c'est une occasion et un bon instrument de mettre les États autour de la table pour éliminer les écarts et pour penser ensemble des projets en faveur des citoyens européens. C'est pour cela que pour l'instant, on parle seulement des propositions de règlement, et dans ces propositions, les stratégies macro-régionales sont soutenues. On a de l'expérience au niveau des autorités de management pour réfléchir à ce système qui encourage les bénéficiaires à monter ensemble de tels projets qui répondent aux stratégies macro-régionales. J'aimerais à la fin rappeler le calendrier très serré. Comme Monsieur le Président le précisait, on souhaite tous qu'à partir du 1er janvier 2021, qu'on puisse mettre en place des projets. Et pour cela, on a besoin d'un cadre législatif au niveau européen dans une forme très stable. La Roumanie, par le ministère des Fonds européens qui gère la politique de cohésion. Et donc, ici, on souhaite que jusqu'à la fin de ce mandat, qu'on puisse avoir une approche générale partielle pour qu'on ait un mandat des États membres, pour que nos collègues finlandais puissent démarrer le dialogue avec le nouveau Parlement et pour avoir bientôt un cadre législatif adopté au niveau des co-législateurs. On dépend tous de ce qui va se passer avec le cadre financier pluriannuel. On a un engagement de la part des États membres, mais aussi des institutions européennes, qu'en automne, qu'on puisse avoir un accord sur le cadre financier pluriannuel. Et j'espère que cela va se passer, mais tout cela dépend de la volonté des États membres qui souhaitent avancer et déployer des efforts pour ne pas prendre de retard significatif comme pour la période 2014-2020. Je vous remercie et on se tient à votre disposition pour vos questions. Merci, Madame le secrétaire d'État. Merci d'avoir exprimé la position du gouvernement roumain et pour avoir bien respecté le délai imparti. Je donne maintenant la parole à M. Eric von Breska, directeur de la Direction générale pour la politique régionale et urbaine de la Commission européenne, avec la même demande de respecter les 10 minutes allouées. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je souhaite remercier le Parlement roumain de son invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici à vos côtés aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir su organiser cette conférence qui vient au moment opportun. Dans ma présentation, je vais aborder 3 aspects. Tout d'abord,
les tendances économiques qui se font jour en Europe. Je vais toucher à la proposition de la Commission européenne pour la future PAC, et en deuxième lieu. Et troisièmement, je vais m'arrêter au budget de la politique agricole commune, car tout le monde est intéressé par l'argent, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est des tendances, les nouvelles sont bonnes. Après la crise économique, les années de croissance sont arrivées qui ont permis la création d'emplois pour nombre de personnes. 240 millions d'Européens, par contre, sont toujours au chômage. En 2015, il y a eu beaucoup d'emplois et le taux du chômage a baissé en dessous du 6,6% au niveau européen. Il y a aussi des mauvaises nouvelles liées à cette réalité. La croissance économique n'est pas distribuée de manière égale. Il y a des différences de niveau de vie entre les États membres et malheureusement, ces écarts se creusent. Il y a des zones métropolitaines qui bénéficient des avantages tels que la digitalisation, la numérisation, mais il y a aussi des régions qui sont à la traîne. Et c'est les décideurs qui pourraient intervenir. Donc, il y a des opportunités, mais on a également vu des conséquences négatives du processus électoral dans certains pays. Les résultats de la croissance économique sont concentrés dans certains endroits en Europe au lieu d'être généralisés au niveau du continent. On a également constaté que la main-d'œuvre vieillit et que les jeunes éduqués partent vers d'autres horizons pour trouver un emploi. Ça va limiter la croissance économique future en Europe et on a constaté déjà qu'il faut se pencher sur ces problèmes-là, les résoudre et maintenir un bon niveau des investissements, encourager la politique de cohésion. Donc, voilà les prémices de notre réforme. Permettez-moi maintenant de vous donner 2 ou 3 exemples de changements qu'on souhaite mettre en œuvre à l'avenir. Madame Mihaela Toader a déjà mentionné l'accent mis sur les investissements. Elle a aussi parlé de l'innovation. Mais pourquoi innovation et qu'est-ce qu'elle suppose? Cela ne veut pas dire que l'Europe dans son ensemble devrait être un leader de l'intelligence artificielle, mais que toutes les régions devraient adopter les nouvelles technologies et essayer de les mettre en œuvre en coopération avec les méthodes traditionnelles pour être plus productifs à l'avenir. Notre main-d'œuvre doit acquérir de nouvelles compétences, car sans elle, elle ne saurait être plus productive. Donc, c'est la formation, l'éducation et les connexions qui rentrent ici en jeu. Et quand on parle de connexion, on parle d'infrastructures, de transport, mais non seulement. L'accès à Internet est à prendre en compte. Comment imaginer que quelqu'un qui n'a pas accès à Internet pourrait accéder au marché commun? Et en dernier lieu, c'est important pour nous de réussir la transition climatique, la transition vers les énergies propres. C'est le désidératum de l'Europe pour l'avenir. Et si vous le permettez, je voudrais
mettre sur le tapis encore un élément qui suscite beaucoup de débats entre Bruxelles et les États membres. Il porte sur les politiques européennes et plus important encore sur le semestre européen. Vous l'avez peut-être remarqué que la Commission étudie les développements économiques de chaque État membre tous les ans et les résultats sont consignés dans un rapport de pays. Il y a eu des rapports publiés il y a quelques semaines et puis chaque rapport contient des recommandations spécifiques. Par le passé, ces rapports-là avec leurs recommandations respectives, portaient sur le déficit public, les déséquilibres macroéconomiques, sans pourtant mentionner les investissements nécessaires, ce qui, à mes yeux, est assez bizarre, car ce qu'on investit aujourd'hui se traduit à l'avenir par des emplois et par une croissance économique. Donc, il faut qu'il y ait un fort lien entre les politiques et les investissements. Et c'est ce que fait la politique de cohésion. Par ailleurs, les rapports de pays, je disais, contiennent des recommandations concrètes visant les secteurs ou les domaines où l'argent devrait être investi. À l'heure qu'il est, vendredi, j'ai entendu qu'il y aura une commission de profil qui va discuter avec le gouvernement et les parties prenantes au sujet des investissements futurs en Roumanie et non seulement. Alors, en conclusion, je voudrais m'arrêter un tout petit peu au budget. Il a été déjà dit ici que le budget sera diminué conformément à la proposition de la Commission européenne. Cependant, il sera maintenu à un niveau substantiel. Des pays tels que la Bulgarie ou la Grèce, au titre de cette proposition-là, vont bénéficier de financements soutenus. Et pourtant, ce qui nous inquiète actuellement, c'est que la plupart des fonds ne sont pas absorbés par les États membres. Voilà que les 5 ans de la mise en œuvre se sont achevés. Nous avons démarré le programme d'allocation en 2012 et on l'a achevé en 2018 et 25% du budget total a été alloué, seulement 25%, ce qui pour nous représente un problème car c'est très difficile de gérer un budget. Il y a un problème sur le terrain, dans les États mêmes, car sans investissement, on ne peut pas développer les emplois, le nombre de nouveaux emplois créés. Donc, on doit accélérer la mise en œuvre, l'implémentation des fonds au niveau local et on a besoin d'aider les gouvernements nationaux, locaux, de mettre en œuvre ces fonds. En conclusion, je souhaite remercier la présidence roumaine pour ses efforts envers le Parlement et la Commission. Vous avez fait des progrès, mais tel que Mme Toader l'a montré, on aura des élections pour le Parlement européen au mois de mai, donc c'est un problème car il n'y aura plus la possibilité de signer d'accord sous la présidence roumaine, bien certainement. Cependant, avec la présidence finlandaise, on pourra passer à la signature des contrats précédemment discutés et on espère pouvoir arriver assez vite à un accord sur le budget car si on ne s'accorde pas sur l'argent, on ne peut pas achever notre feuille de route. À présent, on plaide pour l'accélération des actions. Ne perdons plus le temps. Investissons-nous dans le travail législatif et à la fois démarrons les débats avec les États membres concernant les futures priorités d'investissement et les futurs programmes pour la période de programmation qui démarre en 2021. Je
me sens honorée de pouvoir m'adresser au Parlement européen, car je sais qu'ils soutiennent ces politiques-là. Il y a un débat multilatéral avec l'implication, on suppose bien sûr l'implication de tous les parties prenantes, et les parlements sont solidaires au niveau de l'Union européenne. C'est pour cela que je tiens à vous remercier de votre soutien. Merci, Monsieur von Breska, de votre intervention. Merci pour les chiffres présentés, pour leur exactitude. Je vous propose maintenant de lancer le débat, les opinions. Nous avons 4 collègues qui souhaitent prendre la parole. Essayez, comme on l'a fait déjà, de respecter les 3 minutes allouées. Et si on vous pose une question, répondez s'il vous plaît tout de suite après. Alors, la première personne qui prendra la parole est notre collègue qui vient de la République tchèque, représentant de la Chambre des députés, M. Kalus. Merci, Monsieur le Président. Comme toujours, cela me fait un grand plaisir que d'être ici à Bucarest. Merci de votre invitation. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que la République tchèque soutient le budget pour la politique de la cohésion sous un seul et même chapitre pour avoir une politique de cohésion plus solide et plus visible. Deuxièmement, la politique tchèque est prête pour être d'accord avec une certaine diminution de l'enveloppe du fonds de cohésion. Cependant, cette réduction devrait être faite au fur et à mesure plutôt que de manière radicale. C'est pour cela que nous saluons le schéma de réduction avec un réseau de sécurité sans de réduction dramatique. La République tchèque fait partie d'une série d'États qui ont eu le taux d'allocation le plus important. Et on se verra heurté, impacté par cette diminution. Donc, on n'est pas d'accord. On sollicite un ajustement du réseau de sécurité. Et on demande aussi d'avoir des variantes, le retour à la règle N+3 et une augmentation du taux de financement de la part de l'Union européenne. La République tchèque soutient le cofinancement au niveau de l'État membre, non pas au niveau de la région. Et la mise en œuvre aussi devrait être simplifiée, surtout pour les États qui ont 3 types de régions. Les États membres devraient aussi pouvoir choisir leur niveau de cofinancement en début de période budgétaire. Merci de votre intervention. Je vais donner la parole à M. von Breska qui va répondre pour ce qui est du budget, de l'enveloppe financière. Alors, qu'est-ce que vous communiquez à la République tchèque vis-à-vis des objections soulevées? Les questions que vous avez soulevées
tourne autour du budget. Alors le budget sera discuté entre les leaders européens lors du Conseil européen. Mais comme on le sait, cela ne sera pas avant l'automne 2019. Et puis on va parler de financement, cofinancement N+3. Donc il y aura toute une série de thèmes qui seront discutés de manière individuelle et dont les chefs d'État et non pas les ministres seront ceux qui décideront. Pour ce qui est des pertes subies par la République tchèque en raison de cette diminution du budget, on essaie de, comme je vous l'ai déjà dit, de fonctionner de notre mieux dans ces conditions-là de budget diminué. Mais on essaie toujours de concentrer les financements vers les États les plus démunis, on va dire, les plus démunis de l'Union européenne. Et la République tchèque, quant à elle, n'en fait plus partie. Il y a d'autres pays qui ont un moindre revenu par habitant. Donc, on essaie de se concentrer sur les pays les plus pauvres. Donc, il faut de ce fait comprendre que tous les États ne bénéficieront pas des mêmes financements que par le passé. Il y a des pays qui ont eu des pertes de 45%. Donc, on a eu un réseau de sécurité de moins 45%. Pour l'avenir, ce réseau, celui qui a été proposé, est de 25%. Donc, on a été par le passé très généreux avec certains États membres. Ce qu'on a essayé de faire, je le redis à nouveau, c'est de venir avec une proposition équilibrée qui tient compte des nouvelles réalités et qui essaie de pallier autant que possible les pertes subies par certains États. Je comprends que votre représentant lors du Conseil européen, le président ou représentant, soulèvera les aspects que vous avez mentionnés ici. Mais pour l'instant, ce n'est pas à nous de prendre la décision. C'est aux leaders des États européens lors du Conseil qu'appartient la décision. Merci de votre intervention et de la réponse. Comentario. Si vous me permettez, je vais faire un très petit commentaire. J'aimerais que le discours public de tous les partenaires de la famille européenne contiennent seulement le mot européen, parce que je trouve un peu injuste de parler des pauvres et des riches. Je crois qu'on fait tous partie de la même famille et des pays comme la Roumanie et la Bulgarie ne sont pas moins riches. On a juste vécu un régime communiste et oppressif. Et c'est vrai que l'écart est important entre les pays ayant une démocratie avancée et les deux frères plus récents qui ont rejoint donc l'Union européenne. Et je crois que ce serait plus juste de ne pas traiter les problèmes budgétaires du point de vue des riches et des pauvres. On a besoin de la solidarité. On a tous besoin de la solidarité au niveau européen. Je m'excuse pour cette intervention, mais j'ai ressenti le besoin de faire cette remarque, surtout pour Monsieur Eric von Breska. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Tomislav Panenic du Parlement croate. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais profiter de cette occasion pour parler des difficultés à la frontière de l'Union européenne. On parle des populations rurales pauvres qui bénéficient pas d'aide. Les contrôles aux frontières externes sont les bienvenus.
Mais ceux qui habitent pas loin des frontières, eh bien, ils ont du mal à ce qui concerne l'accès à l'éducation, aux services médicaux et ainsi de suite. Et ces zones-là ont besoin de fonds qui vont au-delà des financements de l'Union européenne ou des emprunts. Il est nécessaire de réduire la complexité des difficultés aux frontières externes. Comment est-ce que ces citoyens peuvent profiter pleinement du fait de leur statut de citoyen membres de l'Union européenne alors qu'ils ont des difficultés à traverser la frontière pour travailler dans un autre pays? Ou bien qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, ils se cassent le bras, par exemple, et ils ont besoin de soins médicaux. Et l'institution, l'établissement hospitalier le plus proche est au-delà de la frontière. Ces obstacles renoncer à ces obstacles facilitera en fait la cohésion, on va dire, et l'Union européenne devrait faire plus d'efforts à ce sens et pour ces citoyens-là. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour le message passé. C'est vrai, il s'agit là d'une préoccupation majeure de tous les collègues de l'Union européenne. Et le problème que vous avez soulevé est sûrement sur l'agenda public de ceux qui décident. Il y a d'autres problèmes du même type si on prend en compte par exemple vos voisins, et les décideurs politiques trouveront certainement une réponse à la question qu'on va passer nous. Merci, Monsieur Paninic. Si vous me permettez, on va continuer. J'invite maintenant Monsieur Nunzio Angiola, la Chambre de députés italienne. Merci beaucoup. Au nom de la délégation italienne, je m'excuse, mais il y a un souci technique. Il s'agit là de la simplification des règles concernant l'accès aux fonds européens. Mais ces derniers mois, nous avons parlé de certains problèmes et on se demande s'il y a des suggestions ou des solutions. Pour réviser tout cela, il faut réviser la méthode d'allocation des ressources pour que les choses soient plus équilibrées. On devrait donner plus d'attention donc à l'importance à l'importance sociale et économique de chaque pays. Ensuite, il faut prendre en compte le mécanisme de conditionnement économique. Permettez-moi de vous dire que le Parlement européen s'est récemment opposé au maintien du conditionnement macroéconomique. Troisièmement, on espère une révision de la méthode de planification, la méthode 5+2, et un retour à un calendrier de 7 ans pour optimiser les procédures de planification. Quatrièmement, on a affaire à 3 aspects principaux: la convergence, les instruments structurels et le développement. Et les recommandations qui visent chaque État membre
doivent être considérées une priorité, mais on a besoin d'une nouvelle orientation vers la planification, car la planification devrait se concentrer sur les caractéristiques spécifiques de chaque région et de chaque communauté. Cinquièmement, en ce qui concerne la croissance du cofinancement national, on est d'accord avec cette proposition si on peut déduire ces dépenses du déficit dans le cadre du pacte pour la croissance et la stabilité. Enfin et surtout, nous soutenons l'introduction du critère de la présence des immigrants en ce qui concerne l'allocation des ressources dans le cadre de la nouvelle politique de cohésion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Angiola, pour votre intervention. Et je vais maintenant demander à Eric d'intervenir en ce qui concerne les éléments techniques de votre intervention. Merci beaucoup pour votre contribution en ce qui concerne l'allocation des ressources et les indicateurs utilisés. Ce que je peux dire, c'est qu'on essaye d'être le plus objectif que possible. Donc, on prend en compte des objectifs harmonisés pour toute l'Union européenne et la part de ces indicateurs est représentée par le PIB et par le taux de chômage. Je suis d'avis qu'il faut tenir compte du fait que si on a un budget constant qui n'augmente pas, on aura toujours des pays gagnants et des pays perdants. Et bien sûr que ça, c'est une discussion très difficile parce que, comme je le disais, le budget, will end up with the European Council, so with the heads of state who will have to look at this and they will then parce que je crois que le gâteau ne se lève pas. And the co-financing and whether this should be taken in. En fait, et qu'il faut couper en fait et distribuer le gâteau de façon un peu différente. Ce n'est pas une question de politique de cohésion, mais ça relève plutôt de la stabilité et du développement. Et la question qu'on peut se poser ici est, est-ce que vous considérez que les investissements, qu'on ne devrait pas prendre en compte les investissements dans le calcul du déficit national. Mais cette question, ce n'est pas à nous d'en trouver des réponses, mais au ministre des Finances. Le conditionnement macroéconomique, je comprends que ce n'est pas un sujet populaire, surtout dans le cadre des parlements, mais je voudrais vous rassurer. Pour l'instant, il y a cette disposition de 2014 et on n'a jamais rencontré une situation dans laquelle les fonds soient suspendus à cause d'une situation de non-conformité de la procédure liée au déficit. C'est une menace, mais qui n'est pas tout à fait réelle. C'est une question. C'est une question plutôt pour les leaders, pour nos leaders, et ils doivent se décider s'ils gardent ce conditionnement ou pas. Donc on parle de 5+2. Say or not. À savoir si on a besoin That there should be one. D'une évaluation à moyen terme, oui. Moi, je considère, nous considérons opportune cette solution parce qu'on ne sait pas en 2019 quels seront les défis, les problèmes de l'Europe en 2024. Quand on a démarré le programme actuel, personne n'avait prévu la crise de la migration.
Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait donc un vrai problème avec la migration et on a demandé aux États d'utiliser les fonds pour régler ce problème. Et les États ont dit non. Et le souci était que l'argent, les fonds étaient déjà dédiés à certains projets. Donc, quand cet argent-là était déjà prévu pour quelque chose, on ne pouvait pas dire, écoutez, on ne peut pas utiliser cet argent-là parce qu'on veut l'utiliser pour régler le problème de la migration. Donc, il faut avoir des fonds pour faire face à de telles conséquences, à de tels imprévus. Et donc, le nouveau programme devra donc prendre en compte ce genre d'imprévus. Je vais peut-être demander à ce point, Madame la secrétaire d'État, d'intervenir. Juste deux choses en ce qui concerne le système 5+2. Les États membres ont flexibilisé cette disposition qui vise une réallocation pour les 2 dernières années sur la base de propositions des États membres. Donc, on parle de la moitié de l'allocation de ces 2 dernières années qui pourrait faire partie de cette réallocation et de la flexibilité. Et bien sûr que de nouveaux besoins peuvent apparaître, mais je suis tout à fait convaincue que si on a de nouveaux besoins ayant besoin donc de nouveaux financements, tout cela doit s'inscrire dans la politique de cohésion, à savoir la convergence territoriale et la réduction des écarts et des disparités. Et voilà, il faut absolument tenir compte de la politique de cohésion. Merci, Mihala. Je donne maintenant la parole au prochain intervenant, le dernier aussi, le représentant de l'Irlande, M. Paul Daly. Merci, Monsieur le Président, et merci aux organisateurs pour cette discussion très productive. Concernant la PAC, la cohésion, eh bien, toujours la conversation revient au départ de la Grande-Bretagne. Je voudrais discuter de l'importance du fonds de cohésion, l'importance de l'Interreg et des fonds régionaux, le rôle qu'ils ont eu sur le processus de paix en Irlande et dans la région de frontières des 2 côtés de nos frontières. Quel que soit le résultat du Brexit, ces fonds continueront et leurs résultats continueront aussi. Nous vivons avec des communautés diverses. Une moitié de la communauté n'appartiendra plus à un pays membre de l'Union. Donc, pour nous, la région de frontière a bénéficié le plus de ces fonds-là, peut-être qu'aucune autre région, que toute autre région de l'Europe. Ça a assuré un processus de paix de durée de plus de 20 ans. Et pour nous, c'est ça l'aspect le plus important de la politique de cohésion. Malheureusement, on est dans les limbes maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer, s'il y aura un accord et ce qui viendra ensuite. Vous avez dit que seulement 25% des fonds sont absorbés. Je pense que plus de simplification va aider à une augmentation de ce pourcentage. Merci.
Très bien vu. Merci, Paul, de ton intervention. Notre liste d'intervenants prend fin ici et je vais maintenant demander à Mihaela ou à Eric s'ils veulent rajouter quelque chose. Merci. J'aurais seulement voulu, à la fin, faire une connexion avec l'Irlande. Je me rappelle quand la Roumanie se préparait pour devenir un membre de l'Union européenne et on se préparait pour devenir le bénéficiaire de la politique de cohésion, même si pas mal de gens pensaient qu'on allait suivre l'exemple de la Pologne ou des États voisins. Les premières visites ont eu lieu en Irlande et on a appris beaucoup de choses d'eux. On s'est inspiré du modèle irlandais qui est, il faut le dire, un modèle de succès pour ce qui est de l'absorption des fonds européens. Alors, pour la fin de cette conférence, je voudrais souligner le fait qu'au-delà de règlements, allocations et principes, enfin, tout se réduit à la mise en œuvre. Les citoyens, les bénéficiaires des fonds européens nous demandent de la simplicité, de la rapidité dans la mise en œuvre. Et c'est pour cette raison-là que l'un des sujets mis par la Roumanie sur le tapis pour qu'on en débatte entre les États membres, y compris la semaine dernière lors de la rencontre informelle sur la politique de cohésion, était passons à la mise en œuvre. Même si les règlements n'ont pas été achevés, utilisons l'argent dont on dispose au titre de l'actuel exercice financier pour mettre en œuvre des projets. Corrélons cette politique-là avec d'autres politiques européennes, même si la politique agricole commune ne fait plus partie du même règlement avec la politique de cohésion. Et même si ces deux politiques semblent ne plus suivre les mêmes objectifs qu'on leur a tracés au début, je ne pense pas qu'il y ait d'objectifs dans notre Union où l'urbain et le rural aient deux vitesses de développement. Donc, à nous de continuer à soutenir de manière égale le milieu urbain et le milieu rural. À nous de faire ce qu'il est nécessaire pour aller de l'avant. Et c'est pour cela qu'on a proposé de financer des fonds de cohésion, des projets indiqués par nos collègues. Et je parle ici tout d'abord du développement local. Il y a de l'argent alloué au titre de la politique de cohésion pour soutenir les mesures d'inclusion sociale dans le rural, là où nos collègues du programme de développement rural soutiennent le volet investissement. Et nous sommes venus de surcroît pour soutenir l'investissement dans la ressource humaine, au-delà des investissements dans le matériel, si vous voulez. Donc, merci en conclusion pour tous vos avis. C'est bien d'essayer de trouver les points communs. Et comme Eric le disait, il revient à nos leaders dans le Conseil de déboucher sur une décision commune. Merci. Merci de votre attention. Merci, Mihaela. Eric, ton intervention finale, si tu en as une. Juste quelques remarques. Je suis tout à fait d'accord que la paix est le résultat le plus visible de la politique de cohésion. Et nous, au sein de la Commission, nous sommes engagés pleinement en ce sens. Mais je ne voudrais pas vous cacher mon inquiétude concernant les projets transfrontaliers qui essaient de rallier les différentes communautés de la zone. Donc, on va garder nos doigts croisés et espérer que tout va se dérouler sans entraves. C'est bien et je suis d'accord avec Mihaela pour octroyer plus de responsabilités
aux gens du terrain, surtout dans les États où on voit qu'il y a des petites allocations. Il y a un fardeau administratif qu'il faut alléger. On essaie maintenant de se diriger en ce sens aussi loin qu'on le peut. Mais un petit avertissement, vu que c'est l'argent des contributeurs, il faut qu'il y ait un suivi aussi, un monitorage. Je suis d'accord, par contre, qu'en fin de journée, c'est bien de simplifier parce que maintenant, les bénéficiaires n'arrivent plus à comprendre comment la mise en œuvre peut se dérouler. Merci Eric. Permettez-moi de faire quelques remarques en conclusion. J'ai eu le privilège d'être un élu local avant d'être parlementaire. J'ai commencé petit à petit. J'ai participé à des élections locales, des élections de conseil départemental et ensuite des élections parlementaires. Et dans ces rôles successifs, j'ai tout d'abord représenté ma localité auprès du comité des régions, ensuite auprès des ensembles des régions européennes et auprès des forts d'administration publique européenne. Et pendant que nous, États membres, discutions de l'aide pour l'infrastructure, pour la canalisation, pour les égouts, pour la construction d'autoroutes, pour le traitement des déchets, les autres États avaient déjà réglé tout cela. Ils étaient passés outre pour parler d'énergie verte et de développement écologique. Eh bien, vous voyez que pour nous, l'histoire s'est déroulée d'une autre manière et ça nous a rendus différents. Mais on est tous de citoyens de l'Union européenne, des citoyens solidaires et des hommes de bonne foi. C'est pour cette raison-là que je vous prie de faire de votre mieux pour comprendre le message des pays de l'Est de l'Europe. C'est comme qui dirait, nous sommes une grande maison et tout propriétaire voudrait que toutes les pièces soient agréables et bien aménagées. Donc, au nom de nos collègues parlementaires et de notre gouvernement, on vous demande de la compréhension en tant que pays qui non seulement reçoit, mais contribue également de 17 milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Je vous remercie de votre présence ici. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour venir ici à Bucarest.